Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP vidéo récapitulative dans laquelle on fait un retour sur le mois de novembre qui vient de se terminer. Ouf, une longue phrase, je suis à bout de souffle. Alors dans cette vidéo, on retrouvera différents sujets, on abordera différents sujets ensemble. Je vous parlerai de statistiques en lien avec la chaîne. Je vous parlerai également des jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer dans les dernières semaines. Je vous parlerai de 2 vidéos à ne surtout pas manquer, à surveiller sur notre chaîne pour les jours ou les semaines à venir. Et je terminerai probablement en vous faisant la présentation, en vous parlant de quelques jeux auxquels je prévois m'adonner, jouer durant le congé des fêtes qui approche déjà dans les prochaines semaines. Alors, sachez que vous pouvez naviguer plus efficacement dans cette vidéo en utilisant les chapitres de la barre de défilement, quoique de toute façon, je sais très bien pertinemment que vous allez m'écouter du début jusqu'à la fin, évidemment, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et si vous désirez nous faire un petit cadeau de Noël, vous pouvez aller faire un tour sur notre campagne Patreon qui vous offre l'opportunité, l'occasion de nous encourager financièrement en faisant un don de votre choix pour nous encourager à continuer de faire du contenu comme celui-ci. Ceci étant dit, laissez-moi un pouce vers le haut et allons jeter un coup d'œil aux statistiques de notre chaîne. Alors, côté statistique, le mois de novembre a généré 65 000 visionnements à peu près, là, j'arrondis à la centaine près. On accueille également un peu plus de 190 nouveaux abonnés qu'on salue, à qui on souhaite la bienvenue. On espère que vous vous sentez chez vous ici à l'école du jeu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous êtes un nouvel abonné. Sylvain et moi, nous vous avons proposé 16 nouvelles vidéos au cours du mois qui vient de se terminer. Donc, ça représente environ une vidéo par 2 jours. Est-ce que c'est trop? Est-ce que vous réussissez à écouter toutes nos vidéos? Est-ce que vous sélectionnez parmi celles qui vous intéressent le plus? Ou vous êtes comme Monsieur Miguel Piette qui écoute littéralement, systématiquement toutes nos vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent? Quoique Miguel prend un peu de retard, mais au nombre de vidéos qu'il écoute sur notre chaîne, on lui pardonne. Et la vidéo la plus visionnée pour celles qui ont été déposées au mois de novembre, c'est ma vidéo de présentation des accessoires de la compagnie LaserHawks qui a fait une campagne de financement pour présenter justement leur gamme d'accessoires variés pour Gloomhaven et pour Frosthaven. Si vous avez plutôt jeté un coup d'œil à la campagne de financement, vous avez probablement été, comme moi, épaté, ébahi par tout l'éventail de possibilités et d'accessoires qu'il proposait. Alors, de mon côté, je vous ai déjà fait la présentation des accessoires que j'ai choisis. Si ce n'est pas déjà fait, vous irez jeter un coup d'œil à la vidéo, surtout si vous possédez Gloomhaven ou Frosthaven. Au cours des dernières semaines, au courant du mois de novembre, j'ai eu l'occasion de jouer à quelques jeux que je vous ai peut-être déjà présentés sur la chaîne, mais je vais essayer de cibler ceux dont je vous ai parlé ou dont je vous ai fait la présentation très récemment et peut-être quelques titres dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Je commence par Cascadia. Alors, j'ai eu l'occasion de rejouer à Cascadia, mais surtout d'y jouer pour la première fois ou pour la deuxième fois plutôt dans des configurations en solitaire. J'apprécie énormément la petite twist que vient proposer Cascadia dans la configuration en solo parce que disons-le franchement, c'est un jeu de placement de tuiles avec des objectifs variés, un peu comme le fait les petites bourgades avec ses cartes différentes pour chaque type de bâtiment. Eh bien ici, on va avoir le même principe, des objectifs différents qui vont varier A, B, C et D pour les 5 types d'animaux qu'on peut rencontrer, soit les ours, les wapitis, les renards, les buses et les saumons. Ce qui ajoute beaucoup de rejouabilité, de variabilité d'une partie à l'autre, que ce soit en solitaire ou en multijoueur. Pour ce qui est du mode solo, c'est un
un jeu où on doit battre notre propre score. Et ça, bon, je connais pas un grand joueur de jeux de société qui est ébahi, à yeux grands ouverts et à gorge déployée devant un jeu où on doit battre notre propre score. Mais Cascadia va jumeler à ça des espèces de scénarios à difficulté croissante. Donc, oui, on peut y jouer pour simplement battre notre score, mais grâce au scénario, on va plutôt avoir des objectifs à atteindre. Et en début de campagne, si on veut, quoique ce n'est pas vraiment une campagne, mais bon, en début de procédure, on va avoir des simples scores à atteindre avec des objectifs précis à utiliser. Mais plus on va faire de scénarios, et je crois qu'il en existe près de 25, je crois, et plus on va avoir des objectifs variés, non seulement des pointages à atteindre, mais en plus, on va nous défier de réaliser tel objectif un certain nombre de fois ou d'avoir un tel nombre d'animaux en différentes circonstances ou en différentes configurations dans notre plateau. Bref, la configuration en solo marche très, très bien. C'est tout aussi agréable que des parties en multijoueur. Honnêtement, c'est vraiment un très très bon jeu pour une expérience solo rapide et efficace. J'ai également eu l'occasion de jouer une partie de Loco Momo, un jeu qui avait été très 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 bien réceptionné. Bon, peut-être que c'est pas le bon terme, mais qui avait eu un accueil général très acclamé, disons-le ainsi, du côté de l'Europe, parce que le jeu est sorti du côté de l'Europe avant ici au Québec, comme c'est le cas pour la plupart des jeux qui sortent du côté de l'Europe, peu importe la langue. Alors, on a eu le privilège ici au Québec de voir des critiques positives sur le jeu amplement. Et j'étais donc bien excité d'en faire une partie, voyant tous ces retours plutôt positifs. Et j'ai franchement été déçu. Alors, il faut dire que oui, c'est un jeu très, 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 très familial. Alors ça, il faut le dire d'avant-plan, ce n'est qu'un jeu familial et je pourrais y jouer facilement avec mes enfants, du moins dans sa version de base, puisque le jeu vient tout de même avec 2 mini-extensions, mini-modules qu'il est possible d'ajouter. Le jeu se décrit de la façon suivante, ou se résume de la façon suivante. On va avoir des animaux, 4 animaux qui vont être répartis dans 4 coins d'un plateau central. On a 5 types d'animaux différents et on peut les retrouver avec des arrière-plans de 3 couleurs différentes, le rouge, le vert et le bleu. Et les animaux sont des canards, des léopards, des ours, des buses et un autre animal qui m'échappe, le lapin. Le lapin. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'à notre tour, on va sélectionner un animal dans un des 4 coins du plateau. Et selon l'animal qu'on choisit, eh bien, il se déplace d'une certaine façon. Par exemple, le lapin avance d'un emplacement en sens horaire, alors que le léopard se déplace d'un emplacement en sens anti-horaire. Les canards vont survoler n'importe quel nombre d'emplacements, mais vont s'arrêter dès qu'ils vont rencontrer un autre canard. Les buses vont se déplacer en diagonale sur le plateau et les ours ne bougent jamais. Alors, on va sélectionner un animal, on va effectuer le déplacement advenant le cas, et selon l'emplacement où on termine notre déplacement, on va devoir récupérer tous les animaux qui sont de la même couleur que celui qu'on a déplacé. Donc, si je déplace un aigle bleu dans le sens diagonal comme ça, eh bien, tous les animaux qui se retrouvent dans mon emplacement d'arrivée, incluant l'aigle que je viens de déplacer, je vais les récupérer. Et ensuite, je vais devoir les disposer sur mon plateau personnel qui représente un peu comme un appareil photo. Et là, on va avoir des emplacements où on va pouvoir placer nos animaux un peu à la Draftosaurus, c'est-à-dire que selon la rangée où on va placer nos animaux, on aura des configurations différentes pour faire des points. Dans la rangée du bas, par exemple, on veut des animaux qui sont tous différents. Alors, je veux avoir un léopard, un ours, un aigle, etc. Dans la rangée juste en haut, on veut toujours le même nombre d'animaux. Dans les 2 rangées du haut, on veut des duos. Et dans la rangée
je dis des rangées, mais je veux dire ben oui, c'est ça, des rangées, hein, des lignes. Et dans la ligne complètement supérieure, on veut un animal du même type que le duo qu'on vient de réussir juste en dessous. Évidemment, si on réussit ça, eh bien, plus on a d'animaux qui forment notre ligne, plus on va marquer des points. Il y a des emplacements qui vont en valoir plus que d'autres. Si on réussit à faire des colonnes ou des lignes complètes avec une seule couleur, on va avoir des points bonus. Honnêtement, c'est rapide, heureusement, parce que pour un jeu rapide, pour un jeu filler, je vais vous dire que je n'ai pas du tout l'intérêt d'y rejouer. Pour un jeu à jouer en famille avec des jeunes enfants, par contre, je suis convaincu que mes enfants seraient bien heureux d'en faire une partie, mais c'est la seule circonstance où je vois ce jeu ressortir sur la table. Tout récemment, je vous ai fait la présentation du mode solo de Evergreen. Alors, Evergreen est le dernier titre de l'auteur qui avait fait, le concepteur qui avait fait le jeu Photosynthesis. Je ne sais pas si ça a officiellement été traduit par photosynthèse. Bref, vous savez le jeu dont je vous parle avec les grands arbres en carton qui cachent la vue partout sur le plateau. Bref, ce jeu-là. Alors, Evergreen est un peu comme la suite spirituelle. On est dans un univers où on va devoir faire pousser de la végétation sur des planètes désertiques en gérant principalement les rayons du soleil qui va se déplacer autour de notre plateau, de notre planète, un peu à la photosynthèse. Mais on est dans un jeu qui est beaucoup plus intéressant, plus raffiné, plus simple pour ce qui est de la façon de compter les points. On a vraiment, vraiment ici une façon, en fait, un jeu qui est bien meilleur que son prédécesseur. Selon moi, Photosynthèse pourrait cesser d'exister à ce moment-ci. Evergreen le remplace et le surpasse en tout point. Je ne vous en parlerai pas trop longuement puisque je vous ai présenté justement la version, une partie en solitaire. Mais ce qui est intéressant, selon moi, c'est la façon où on va drafter les cartes qui vont nous dicter certaines informations, entre autres l'habitat ou le biome sur notre planète où on va devoir effectuer notre action. Ensuite, on a toujours le choix entre 4 actions qu'on peut résoudre dans ce biome-là. Et sur la carte, on va retrouver une action bonus également, avec un petit peu de engine building, puisque à chaque fois qu'on effectue un bonus ou un pouvoir bonus sur une carte, eh bien celui-ci va devenir plus puissant pour la prochaine fois où on va l'activer. Alors, un peu de engine building de ce côté. Et la twist intéressante, c'est que la carte qui n'aura pas été draftée parmi tous les joueurs va s'en aller dans la zone de fertilité. Et plus il y a d'icônes de fertilité dans cette zone, eh bien c'est ça qui va déterminer les points de fin de partie. Parce qu'on va faire des points tout au long de la partie selon les éléments de la végétation, soit les arbustes et les arbres que le soleil éclaire et dont notre végétation qui n'est pas dans l'ombre. Alors on a l'ombre des arbres à gérer aussi. On veut que notre végétation reçoive les lueurs du soleil. On va marquer des points également pour notre forêt la plus luxuriante et la plus grande. Et en fin de partie, on va marquer des points pour les arbres qu'on a réussi à faire pousser dans chacun des biomes. Et je crois qu'il y en a 6 dans notre planète. Alors, ces points vont être déterminés par toutes les cartes qui n'auront pas été choisies pendant le draft. Alors ça vient ajouter beaucoup d'incertitudes et parfois on va être tenté de prendre une carte pour ce qu'on pourrait faire sur notre plateau, mais parfois on va être tenté de peut-être décider d'en faire un peu moins sur notre plateau pour sélectionner une autre carte, sachant que celle-là va aller dans la zone de fertilité et risque de nous avantager en fin de partie. Alors vraiment un jeu bien intéressant. Le solo est efficace. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer en multijoueur, mais j'ai bien apprécié mon expérience jusqu'à maintenant. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu l'occasion de jouer à Unconscious Mind, qui était en campagne de socio-financement récemment. Je vous ai fait la présentation également, un survol des règles de jeu, sans entrer en profondeur dans tous les détails, mais juste assez d'informations pour que vous ayez une bonne idée
de ce que le jeu propose, de comment y jouer, quels sont les petites twists que le jeu va proposer également, euh, à peine pour vous titiller. Alors maintenant que la campagne de sociofinancement est terminée, j'espère que vous avez fait votre choix parce que maintenant il est trop tard. Alors de mon côté, ce qui m'avait séduit, oui, la thématique, c'est certain, de l'histoire de la psychanalyse, psychothérapie, tout ça. Peu importe ce qu'on a à dire sur les bienfaits ou non de cette pratique, je trouve que c'est rafraîchissant comme thématique, tout simplement. Mais aussi la variété des choses qu'on peut faire dans le jeu. Euh, Quelques petits bémols avec le jeu. Je trouve que d'un tour à l'autre, ce qu'on va faire se ressemble rapidement. Donc, il y a une espèce de roue qui tourne où on doit, bon, vous allez me dire que c'est peut-être un peu comme ça dans tous les jeux euro, là, mais comprenez-moi bien. Une espèce de roue qui tourne où on doit trouver une façon de générer euh, nos connaissances en lien avec l'analyse du cerveau humain. Ensuite, une fois qu'on a généré nos connaissances qui sont un peu comme nos ressources, eh bien, on veut essayer de faire de la thérapie avec nos patients pour ce qui est de les guérir éventuellement, ce qui va nous donner des points, ce qui va nous donner des bonus. Après ça, on guérit nos patients, on progresse un petit peu sur le plateau pour aller chercher des cartes, des icônes pour faire matcher tout ça en fin de partie. Bon, alors, il y a, je trouve, après plusieurs parties ou quelques parties, des risques que les parties, les expériences se ressemblent. Mais ceci étant dit, je ne peux pas dire que j'ai été agréablement surpris parce que le jeu est exactement ce qu'il propose. C'est-à-dire que c'est bon, mais il manque l'élément surprenant, il manque l'élément de surprise pour me faire dire waouh et tout ça. Alors, c'est certain, c'est assuré, je vais avoir ma copie du jeu et d'ailleurs, l'éditeur a déjà annoncé dans les mises à jour du projet qu'il y aurait quelques ajustements au niveau de certaines règles. Je sais que lorsque je faisais la vidéo, je recevais déjà des mises à jour de certaines règles que je ne pouvais pas toutes prendre en considération parce qu'à un moment donné, il faut bien ça, la sortir, cette vidéo-là. Mais sachez qu'il y a déjà des éléments qui sont en cours de retouche et j'ai bon espoir que ça va venir ajouter peut-être un peu plus de rejouabilité sur le long terme ou de variabilité d'une partie à l'autre. Oui, je sais, il y a une extension, j'ai aucune idée de ce qu'elle propose par contre, mais je l'ai déjà dit et je le répète, selon moi, un bon jeu est un jeu qui est bon, même sans extension. On n'a pas besoin d'une extension pour rendre un jeu bon, sinon c'est un mauvais jeu. Alors, Unconscious Mind, c'est à surveiller si vous le recevez en projet de participatif, super. J'espère que, comme moi, vous allez apprécier votre expérience. Si vous n'avez pas participé à la campagne de sociofinancement, c'est à surveiller pour la sortie en boutique. Je suis convaincu que lorsque le jeu ressortira sur les étagères, on aura une bonne vague de discussions sur les réseaux sociaux à son sujet. Mais ma surprise du mois, mon coup de cœur du mois, c'est Shake That City, un jeu de la compagnie AEG qui s'est lancé sur les campagnes de sociofinancement. Un jeu où on doit bâtir ou imaginer les plans architecturaux d'une ville, donc décider où est-ce qu'on va construire des routes, où est-ce qu'on va construire des commerces, où seront les parcs industriels, où est-ce qu'on va mettre des résidences, où est-ce qu'on va mettre des espaces verts et tout ça. Une thématique à laquelle on est habitué, mais avec une façon de choisir les bâtiments très, très ingénieuse. Oui, c'est une twist, là, mais on a une espèce de dispenseur de cubes. Alors, on a une espèce d'engin, de dispositif dans lequel on va mettre des cubes et on va appuyer sur une languette et ça va laisser tomber exactement 9 cubes dans une configuration d'une grille de 3 par 3. Les cubes vont représenter les 5 couleurs des 5 bâtiments principaux qu'on peut récupérer et selon l'emplacement où on est assis autour de la table, eh bien, face à nous, la disposition des cubes varie. C'est-à-dire que moi, je vois les cubes que je vois qui sont
à la troisième rangée, eh bien, le joueur qui est assis en face de moi les voit à la première rangée. Et ça va changer justement quelque chose pour ce qui est de la disposition où on va placer ces cubes-là qui représentent des bâtiments sur notre plateau. Alors, cet aspect-là de, oui, non seulement les bâtiments sont représentés par des cubes qu'on va sélectionner, ensuite on va récupérer nos tuiles et on va les placer sur notre plateau, mais en plus, on est contraint de respecter la disposition physique des cubes qui sont là lorsqu'on fait la disposition, la transposition sur notre plateau avec les bâtiments. Mais en plus de ça, l'emplacement où on se situe autour de la table vient ajouter une espèce de troisième couche intéressante. Bien évidemment, chacun des bâtiments va pouvoir apporter des points de façon différente. Certains bâtiments vont même ne pas faire perdre des points, mais vont pouvoir annuler l'ajout de nouveaux points. Alors, c'est à faire attention. Évidemment, on ne veut pas des usines à côté de nos résidences, par exemple. Donc, c'est logique. Et en plus de ça, on a un plateau qui est recto-verso. Donc, on va avoir une nouvelle disposition qui va emmener des nouvelles configurations pour faire des points. De l'autre côté, au lieu de bâtir un centre-ville, on doit imaginer des plans pour aménager le bord de la mer. Alors, beaucoup de variabilité. J'ai eu l'occasion de jouer en solo. Bon casse-tête solo aussi. Alors, c'est à surveiller. Je pense que le jeu est toujours en campagne de financement au moment où on se parle. J'ai eu beaucoup de plaisir avec mon prototype. C'est mon coup de cœur du mois. Écoutez, ça en dit long. Je vous parle maintenant de 2 vidéos à surveiller au cours des prochains jours ou des prochaines semaines sur notre chaîne. Bien évidemment, on va vous proposer notre notre célèbre et tant attendue vidéo annuelle de suggestions de jeux à donner en cadeau pour Noël, soit aux autres parce qu'on les aime, soit aux autres parce qu'on sait très bien qu'on va jouer avec eux. Donc, c'est un choix très stratégique de choisir quel jeu on donne aux autres autour de nous, ou même des jeux qu'on s'offre à nous-mêmes, à moi, de moi, parce que, on le mérite bien, hein, n'est-ce pas? Alors, on devrait vous proposer cette vidéo de suggestion de cadeaux de Noël très prochainement. Donc, c'est à surveiller. Et la deuxième vidéo à surveiller également concerne une très grande annonce qui concerne l'école du jeu et qui vous concerne aussi. Vous n'aurez pas le choix d'être concerné par cette nouvelle. C'est probablement la plus grosse nouvelle sur la chaîne depuis que Sylvain s'est fait faire un tatou. Non, alors, depuis des années. Alors, c'est à surveiller. Vous devriez être en mesure de ne pas manquer cette vidéo. On devrait avoir une vignette qui attire votre attention, mais c'est tout de même à surveiller. Alors, restez à l'affût. Et finalement, eh bien, je termine en vous parlant des jeux auxquels j'ai prévu jouer durant mon congé des fêtes. Alors, rapidement, 3 jeux que j'ai reçus dernièrement, soit qui sont nouveaux, ou alors que je n'avais tout simplement pas joué jusqu'à présent. Et je commence avec Final Girl. Alors, Final Girl qui en est quand même à sa 2e saison, je crois, sur Kickstarter. Alors, de mon côté, j'ai récupéré la boîte du jeu de base. J'ai récupéré là, des modules pour avoir quelques vilains à tabasser ou à me démonter et avoir quelques lieux différents. Et j'ai récupéré, pourquoi pas, les fameux playmats qui sont merveilleux. Et je regarde devant moi comme ça parce qu'ils sont présentement mis en place sur ma table. Oui, j'ai un tapis sur un tapis. Alors, j'ai un playmat sur mon tapis de jeu sur ma table. Mais bon, j'avais commencé la mise en place. J'ai commencé à regarder les règles aussi. Je vais commencer tout simplement parce qu'on m'a suggéré, c'est-à-dire de vaincre Hans dans le... Oh, est-ce que je suis capable de retirer le plateau? Dans le camp des sentiers joyeux. Alors, voici ma traduction libre. Hans, qui est le vilain le plus facile à battre, je crois, en termes de difficulté. D'ailleurs, si vous avez joué à Final Girl, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel est votre vilain favori à affronter, quel est votre lieu favori dans lequel vous aimez vous
faire pourchasser et quelle est votre Final Girl favorite que vous désirez ou que vous aimez bien incarner. Un autre jeu auquel j'aimerais bien m'adonner pendant le congé des fêtes, une grosse boîte que je dois me pencher pour récupérer. Il s'agit de... Oh, il y a un dragon à l'intérieur de la boîte. Alors, il s'agit de Dwellings of Everdell. Un jeu que j'attends depuis trop longtemps qu'il arrive dans les magasins. C'est maintenant le temps ici au Québec. On peut en avoir des copies en magasin de la version boutique, tout simplement. Je sais qu'il y aura une nouvelle campagne de sociofinancement quelque part en 2023 à surveiller pour ceux qui voudraient avoir une copie avec peut-être des nouveaux ajouts, je ne sais pas. Mais moi, je vais entièrement me satisfaire de ma copie boutique. Par contre, je ne connais pratiquement rien du jeu, à part qu'il reçoit d'énormes éloges, à part le fait que M. Miguel Piet, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, me l'a vanté énormément sur notre groupe VIP Messenger, dont tous nos contributeurs Patreon peuvent faire partie. En passant, campagne Patreon pour nous supporter, c'est dans le coin juste ici. Mais en plus, M. Miguel Piet qui m'en a fait l'éloge en personne lors du Délirium ludique. D'ailleurs, si vous y avez joué, laissez-moi savoir, avez-vous des conseils pour me lancer dans le jeu? Est-ce que vous préférez la configuration en solo ou l'expérience à plusieurs? Écoutez, laissez-moi les commentaires que vous voulez, que vous souhaitez. Et finalement, en terminant, peut-être une partie de Tile Tom ou Tiltum, Tile Tom. Bref, moi je le prononce Tile Tom. C'est probablement pas la bonne prononciation, mais bon. Alors, le nouveau jeu de M. Tacchini et Luciani, ce duo prolifique, un jeu que j'avais mis également dans ma liste des titres à surveiller pour l'année 2022. Il sort juste à temps avant que l'année se termine. Et au moment où je l'avais mis dans ma liste de jeux à surveiller, il n'y avait pratiquement aucune information sauf le nom du jeu et le nom des deux auteurs. Et à ce moment-là, je savais déjà que j'allais vouloir mettre ma patte, que j'allais vouloir mettre le grappin, mettre la main sur ce jeu qui, pour l'instant, reçoit de bonnes critiques. Les critiques que j'ai lues jusqu'à maintenant parlent d'un jeu qui n'est pas grandiose, mais qui fait entièrement le travail. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer, ça me fera plaisir de vous lire et peut-être que vous me convaincrez de mettre ça en priorité. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Entre Final Girl, Tile Tom et Dwellings of Everdell, dans lequel de ces jeux est-ce que je devrais m'aventurer en priorité pendant mon congé des fêtes? Est-ce que je devrais commencer par une partie de Final Girl, essayer d'explorer l'imposant Dwellings of Everdell ou essayer de plonger dans le jeu que j'avais nommé comme étant un jeu à surveiller, un jeu qui était mystérieux au départ, mais qui est devenu réalité, Tile Tom. Alors, laissez-moi savoir cette information dans les commentaires. Et bien évidemment, en terminant, je veux remercier tout le monde au cours de l'année 2022 qui nous ont suivis. Écoutez, on est au début du mois de décembre et vous le savez, si vous suivez notre chaîne depuis longtemps, je vais vous revenir en début janvier, mi-janvier, pour faire une vidéo spéciale récapitulative de l'année qui vient de se terminer, faire mes remerciements officiels. Mais bon, on ne dit jamais assez merci dans la vie, comme vous l'avez vu dans la vidéo de Mathieu de la chaîne On Joue Dessus, qui se filme en train de dire merci 4500 fois. Alors, petit clin d'œil à Mathieu. Donc, un grand merci à vous qui nous suivez depuis longtemps, depuis peu longtemps, qui nous suivez assidûment, qui nous suivez un peu une fois de temps en temps selon les vidéos qui vous intéressent, qui nous recommandez aux autres joueurs autour de vous ou qui utilisez nos vidéos, notre contenu pour, je ne sais pas, pour vous apprendre à jouer à un jeu, pour attirer votre attention sur un titre, vous faire découvrir des nouvelles choses. Merci à vous, peu importe le rôle que vous jouez
sur notre chaîne. Sachez que ça a de l'importance, ça a son poids. Alors, un grand merci du fond du cœur. Merci à nos contributeurs Patreon également, qui généreusement, mois après mois, nous font don d'un petit montant d'argent pour nous encourager. Sachez que ça nous touche premièrement énormément de savoir qu'il y a des gens qui croient tellement en nous et qui veulent nous encourager au point tel qu'ils sont prêts à ouvrir un peu leur portefeuille puis à donner quelques sous pour deux gars comme Sylvain et moi. Pour nous encourager dans ce projet-là, ça vaut pour beaucoup plus que ce que vous nous donnez, honnêtement. Là, je veux dire, pour moi, ça vaut une fortune ce que vous faites. Vos petits dons valent énormément. Alors, un grand merci à vous. En terminant, je veux vous dire un grand merci pour votre écoute, vous encourager à vous abonner à notre chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Phew! J'ai failli m'échapper pour la grande annonce qui s'en vient sur la chaîne. Je crois que si j'avais continué à parler, je me serais échappé, j'aurais déballé le sac, j'aurais comme tout gâché la surprise. Heureusement que j'ai su me mordre la langue, me mordre les lèvres parce que, une fois que ça va être publié, ça va être sur toutes les lèvres.